Vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'éthique. Je ne sais pas si on peut vous qualifier d'éthicienne, mais c'est pour ça qu'on vous interroge aujourd'hui pour vous demander d'abord comment vous ressentez ce qui se passe. Comment vous vivez comme ça, à brûle pour point, tout ce qui est en train de nous tomber sur la tête avec ce coronavirus, ce Covid-19. Comment, en tant que médecin et éthicienne, vous réagissez à ça, à ce qui nous arrive? Eh bien, c'est un moment un peu bizarre parce que je suis à la retraite depuis maintenant 7 ans et je venais juste de passer la présidence de l'espace éthique de mon groupe hospitalier à une autre équipe. Et donc, j'étais un peu dans une double frustration de médecin de plus de 70 ans qui ne pouvait plus être utile et, euh, et donc avoir l'impression oui, d'une certaine inutilité dans toute cette histoire-là. Et donc, on a décidé avec l'espace éthique de l'hôpital du groupe hospitalier des Yvelines Nord, donc, de créer une cellule éthique de soutien, comme c'était proposé par le Comité consultatif national d'éthique. Et donc, du coup, j'ai un peu plus l'impression maintenant, avec cette équipe-là, d'être un peu, non pas dans le feu de l'action, mais d'être un peu plus en prise avec l'événement, ce qui était beaucoup plus compliqué dans une situation de confinement à la maison. Voilà, donc c'est difficile de se sentir à la fois à distance et à la fois partie prenante dans la réflexion qui se passe actuellement. Voilà, mais Alors c'est justement, vrai que cette je suis distance plus va nous sur le servir. terrain. Oui, cette distance va nous servir peut-être pour que vous nous disiez un peu, avec le recul comme ça aujourd'hui, comment vous voyez ce qui se passe, comment on peut analyser ce qui se passe. Quand même, il y a une espèce d'emballement extraordinaire, de panique générale. Est-ce que vous trouvez que la manière dont on vit tout ça vous paraît saine, normale, ou il y a quelque chose qui vous paraît surprenant? C'est vrai qu'on est dans une situation d'emballement médiatique avec des nouveaux dieux, des nouvelles idoles, puisqu'en fait, on est dans une société laïque et très sécularisée, et on se retrouve tout d'un coup avec l'idole de la santé, les nouveaux dieux du stade qui sont les dieux de l'hôpital. Euh, on a une impression comment dire, d'une sorte d'effervescence médicale et médiatique qui est assez bizarre et qui laisse sur le terrain beaucoup de monde, à commencer par les médecins généralistes. Euh, Ma fille, qui est médecin dans une tour du 19e arrondissement, dit que la situation est assez surréaliste, mais aussi nos amis qui sont dans des EHPAD ou qui travaillent disent que la situation n'est pas du tout la même que ce qui est montré à la télévision, surmédiatisé, qui sont les urgences et la réanimation. Donc on a un peu l'impression, comment dire, d'une mise en scène de quelque chose qui nous dépasse infiniment, qui est une pandémie qui arrive dans nos pays riches, très dotés, et qui pour une fois n'arrive pas très loin en Afrique, ou qui ne touche pas qu'une partie d'une population, comme c'était le cas pour le sida, le début du sida, qui ne touchait que la population masculine homosexuelle. Là, ça touche tout le monde dans nos pays riches, puisque si on regarde la carte du monde, c'est une bande horizontale qui touche. Et donc, c'est une situation qui est très nouvelle malgré tout, très nouvelle, très médiatisée, euh, et où on entend un peu tout et son contraire. Enfin, voilà, on entend à la fois que les services sont très dotés de tout le matériel dont ils ont besoin, quand ce sont des services très, comment dire, d'avant-garde, la réa, et puis que derrière, ça souffre beaucoup parce que il n'y a pas de moyens. Par exemple, le plus criant, ça a été les EHPAD qui n'avaient pas de masque pour s'occuper des patients âgés et fragiles, par exemple. Voilà, donc on a l'impression de décalage et que euh, l'énorme décalage qu'il y avait entre le nord et le sud en ce qui concernait les pandémies se retrouve ici entre les gens très dotés et les gens très laissés pour compte dans notre pays. C'est assez bizarre ça. Vous Je ne sais parliez pas si je me fais d'espèce comprendre. de passion pour le sanitaire aujourd'hui, la santé. Ça, jusqu'à présent, ça ne fait pas partie
des principes régaliens de l'État. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en dehors de la santé, en dehors du sanitaire, il n'y a rien. C'est un absolu, la santé. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans ou vous trouvez quelque chose qui cloche, qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'on a un ministère de la santé publique, on a l'assistance publique, donc normalement, ça devrait être une fonction régalienne de l'État, la santé. Mhm. Mais pour des raisons économiques, on a voulu réduire au maximum le coût de la santé. Et quand j'ai quitté mon service hospitalier il y a 7 ans, c'était absolument criant que cette T2A réduisait au T2A, maximum. excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire la T2A? La T2A, c'était la tarification à l'activité. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait faire de l'activité rentable dans nos services hospitaliers au détriment de tout ce qui était jugé non rentable, c'est-à-dire qu'un diabétique obèse âgé, pour qui il fallait passer beaucoup de temps à faire de l'éducation thérapeutique, de la prévention des complications, c'était pas rentable et progressivement, on nous réduisait les moyens et le temps pour nous occuper de ces patients-là, qui sont actuellement dans les services de réanimation en priorité, au profit d'actes qui rapportaient de l'argent à l'hôpital. Donc, on se retrouve dans une situation qui, à mon sens, pour une partie des patients qui sont les plus pénalisés actuellement, dans une sorte de résultat d'une prise en charge qui n'était plus dans la prévention des complications du diabète notamment, mais uniquement dans de l'acte rapportant de l'argent à l'hôpital. Et ça, c'est Ça, le c'est cœur très du problème intéressant qu'on a parce qu'on est aujourd'hui. dans un pays latin où on est beaucoup plus dans l'action-réaction, dans l'émotion, plutôt que dans la responsabilisation des patients et dans comment dire, dans la prise en charge du patient. Maintenant, on dit le patient partenaire. Voilà. Mais, eh bien, on est en train on va se rendre compte plus qu'il fallait impliquer beaucoup plus les patients dans leur santé, dans la prévention des complications, parce que là, on a vu de manière criante que un patient diabétique et hypertendu, pas bien équilibré, il arrive en réanimation et il est très grave. Voilà. Donc, je trouve que là, on paye un petit peu notre façon de voir la santé publique. Voilà. Et que En du coup, préparant, maintenant, on ouais, attend tout de la santé. Voilà, on la déifie, la santé. c'est ça. En préparant l'émission hier, vous me disiez que vous étiez remonté. Vous êtes remonté contre quoi? Je suis remontée parce que j'ai l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de bruit médiatique, j'ai l'impression que on avait pensé, parce qu'on a une société qui promeut beaucoup la jeunesse, l'activité, la rentabilité, l'argent, l'immédiat, j'ai l'impression qu'on avait mis la mort à l'abri de tout, des yeux de tous et que on meurt à l'hôpital ou on mourait dans les EHPAD et on meurt encore dans les EHPAD, d'ailleurs la preuve. Et comment dire, la mort, on n'en parlait pas, le moins possible. D'ailleurs, quand on regardait les faire-part dans Le Monde, dans le Figaro, le mot mort n'est jamais cité. On est rappelé à Dieu, on a été emporté, on s'est endormi. Et la mort était sortie complètement de notre civilisation, de notre société. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que l'on compte les morts avec presque une espèce de jouissance. C'est très bizarre ça. Et je trouve que tout d'un coup, on a ramené la mort au devant de la scène. Ce qui est peut-être le plus choquant là, c'est pas que les gens meurent en EHPAD de façon aussi massive. Mon Dieu, toutes les épidémies de grippe tous les ans font des morts chez les gens âgés. C'est pas la question. La question, c'est la façon dont les gens meurent. Isolés. Le personnel n'a pas le temps de s'en occuper. Ils sont arrachés à leur famille sans qu'ils aient eu le droit de les voir une fois décédés. Je trouve je trouve c'est honteux. Et ce n'est pas bien qu'on n'ait pas doté les EHPAD des mêmes moyens que les urgences ou la réanimation, puisque précisément, c'était là les gens fragiles. Voilà. Mais en même temps, ce qui Ça, c'est m'intéresse, affreux. ouais.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, on s'inquiète aujourd'hui beaucoup de nos personnes âgées. Enfin, le président de la République l'a dit, tout le monde le dit. Faut pas faire véhiculer ce virus parce qu'il faut protéger nos aînés. En même temps, nos aînés, Oui. depuis quelques années, on les parque dans des EHPAD. En Afrique, c'est extrêmement choquant pour les gens, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une Tout hypocrisie? à C'est-à-dire, on fait. dit, nos aînés, il faut faire attention. Et jusqu'à présent, on les mettait de Oui. côté, en gros. Je suis totalement d'accord. Je trouve qu'il y a une très grande hypocrisie et qui en fait est une hypocrisie totalement de surface. J'ai croisé avant-hier une jeune femme qui courait dans la rue en jogging et je lui dis, Madame, vous ne devez plus courir. Et elle m'a répondu, si vous êtes malade, rentrez chez vous. Voilà, donc je pense que c'était typiquement le comportement d'une trentenaire par rapport à une septuagénaire, sans aucun respect et qui était exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que d'une belle hypocrisie qui révèle une certaine hypocrisie des médias. Alors, en même temps que du coup, on prenne conscience que nos parents, nos grands-parents, que les personnes handicapées sont dans une situation précaire et particulièrement précarisée, peut-être que c'est une bonne chose en même temps, quelque part. C'est une bonne chose si ça n'est pas que de l'hypocrisie. Voilà. Oui. Mais alors, comment on explique? Parce que plusieurs personnes ont révélé ces derniers temps, ont rappelé plutôt des épidémies qui ont eu, celle de 1918. Bon, on la connaissait plus ou moins, mais on n'a pas beaucoup entendu parler. Mais il y en a eu une en 57-58 et une en 68 ou 69 qui a Oui. fait des milliers de morts en 30, France, 30 qui 000 étaient morts. totalement occultées, oubliées dans la mémoire ou dans l'histoire. Et pourquoi aujourd'hui c'est aussi prégnant alors que le nombre de morts est pratiquement le même? Comment on explique ça? Ah, d'abord, je pense que si quand même, si on ne faisait pas ces méthodes de confinement, c'est pas 15 000 morts qu'on aurait, c'est 200 000 quand Oui, même. là on est tout à Bon, fait d'accord, bien sûr, bien sûr. ça c'est sûr. Donc en fait, on limite le nombre de morts. euh, on limite le nombre de morts parce que c'est le confinement. Parce qu'il faut voir que ce n'est pas la réanimation qui limite le nombre de morts. 50% des personnes qui vont en réanimation meurent. Ça, on ne le dit pas assez. 50%. Hein. Donc, si vous entrez en réanimation, c'est pas bon signe. Hein. Donc, en fait, ce qui est la seule mesure, il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de médicament contre ce Covid et il n'y a pas de vaccin. Donc, la seule mesure efficace, c'est le confinement. Donc, ça, c'est quand même très important. Donc, c'est sûr que on est complètement démunis. C'est pas une épidémie de grippe pour laquelle on a le vaccin annuel où on a quand même une épidémie parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Il faut quand même voir les choses aussi en face. Hein. Donc là, la seule barrière au virus, c'est le confinement, ça c'est sûr. Alors ensuite, on peut se dire, pourquoi est-ce que cette année, on met comment dire, autant en scène tout cela? Parce que je pense qu'on avait oublié qu'on pouvait mourir. On est dans une civilisation qui a complètement oublié la mort dans notre pays. C'est-à-dire que la mort, elle est, à part les attentats que l'on a eus, où ça nous a rappelé qu'effectivement, on pouvait mourir au Bataclan ou dans une terrasse de café, mais là, c'est pas du terrorisme, et on peut même pas accuser quelqu'un. C'est un virus complètement. Voilà, on peut pas. La seule mesure que l'on puisse avoir contre ce virus, c'est le confinement. On peut pas lutter contre, et du coup, ça crée une espèce de panique. Il y a une sorte de panique, je crois. Une panique. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire en tant qu'éthicienne protestante sur justement ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon pour nous qui réfléchissons un peu de manière, comment dire, spirituelle à ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je pense on n'a pas de responsabilité quant à la survenue de cette épidémie. Bien sûr que non. Sauf que on a hyper développé les moyens de transport qui font que finalement le virus s'est répandu comme une traînée de poudre tout autour de la Terre via les transports, notamment aériens. Ce que je pense, c'est que ça nous ramène à une certaine humilité, à notre vulnérabilité d'être humain, c'est-à-dire que malgré toute notre technologie, et Dieu sait qu'on en a mis d'incroyables en route, ne serait-ce que pour en réanimation,
on fait de la circulation extracorporelle, en suroxygénant le sang à l'extérieur du corps et on le réinjecte après. Enfin, je veux dire qu'il y a des technologies absolument incroyables. On a réussi en quelques jours à identifier le virus, mais il n'empêche que ce virus, il est là. Autrement dit, ça nous remet devant notre vulnérabilité d'être humain. On n'en aura jamais fini avec les virus. Voilà, ça et avec les maladies, etc. Donc ça, on est vulnérable. Ce que j'ai trouvé intéressant, comme toujours en situation de crise, c'est l'incroyable solidarité qui s'exprime. Et ça, je trouve qu'en même temps, euh, on se dit, ah, les gens sont égoïstes, etc. Mais il n'empêche, il y a un énorme élan de solidarité. Le mot solidarité est le premier mot qui sort dans les équipes soignantes. Quand on leur dit ça va, oui, oui, on est en solidarité. Quand on voit dans la rue, les gens s'aident, s'apportent les courses, font la présence pour les gens âgés par d'autres moyens, il y a un énorme élan de solidarité, comme si quelque part, on était presque en attente de moments où on pourrait l'exprimer. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Finalement, on a les gens sont contents de pouvoir rendre service, de pouvoir aller donner un coup de main quelque part. Ça, je trouve que c'est assez rassurant quelque part. On est le meilleur de l'homme se révèle dans cet instant de crise, même si il y a des comportements odieux, de marché noir de masques, de gens qui sont haineux vis-à-vis des infirmières qui rentrent dans leur immeuble, etc., qui rentrent le soir après leur boulot dans ces services. Donc, bien entendu, il y a toujours des comportements odieux, mais je trouve que c'est assez rassurant de voir ce niveau de capacité, de solidarité et aussi non peut-être pas d'obéissance, mais de compréhension que la situation est suffisamment grave pour être tous, oui, c'est encore de la solidarité dans le confinement quand même, les gens se confinent bien, enfin je ne sais pas comment ça se passe, moi, je suis sur Boulogne, eh bien il y a personne, pratiquement personne dans la rue, les gens sont calmes quand ils sortent, ils s'évitent bien, donc je trouve qu'il y a quand même une certaine coopération, ça c'est certaines disciplines donc, qui m'étonnent de la part des Français, je vais dire. Comme disait Sis, Et vous êtes pour déçus nous, en bien. protestants, oui, et je pense que ça va peut-être nous faire réfléchir sur nos responsabilités individuelles pour nous occuper des plus âgés, pour nous occuper des plus handicapés, pour prendre aussi en main notre santé de façon peut-être plus responsable. J'espère que la prochaine enfin, que quand il y aura un vaccin, les gens se feront vacciner, par exemple. Voilà, qu'il n'y aura pas une campagne anti-vaccination en disant ça sert à rien, parce que là, voilà, euh, j'appellerais à ce que les gens se sentent le plus possible responsables de leur santé et non pas en adoration du Dieu santé avec un grand S.